Ces jeunes Israéliens qui se préparent en temps réel à faire la guerre ont tous 20 ans. Ils appartiennent aux forces spéciales. Aucun d'entre eux n'est un professionnel, tous font leur service militaire. Ils viennent de recevoir leur mission, prendre d'assaut une villa israélienne où s'est retranché un Palestinien avec 2 otages. Igal, 20 ans, d'origine suisse. Encore 1 an avant de reprendre ses études de droit à Jérusalem, si la peur, ce fils d'avocat, ne le montre pas, il affiche une 60aine d'opérations à son actif. Quand tu fais ça presque toutes les nuits, et puis tu fais à peu près la même chose, alors tu t'habitues. Dernière consigne du major Nimrod, chef des commandos. Notre force sera de ne pas être vue, de ne pas éveiller la suspicion. Concentrez-vous sur votre cible. N'oubliez pas les détails comme le camouflage. Et bonne chance. Igal, qui fait son boulot sans forcément l'aimer, a un rôle précis dans le groupe. C'est l'homme de tête et par conséquent, il prend ses précautions. Fusil, fusil verso, et puis j'ai 600 balles. Combien de balles? À peu près 600. Des grenades, de l'eau. 1h du matin. Départ du commando, mise en application du dernier briefing secret, neutraliser le preneur d'otages. Igal est parmi ces hommes. L'armée israélienne filme toutes ses opérations, surtout les plus délicates comme celle-ci, où l'affrontement est inévitable et où il y aura bien sûr des victimes. Un Palestinien s'est retranché dans une villa israélienne après avoir tué ses 2 occupants. Il y aura donc un combat dont l'issue apparaît inéluctable pour le preneur d'otages. La maison est encerclée. Chaque homme du commando reçoit ses ordres, son emplacement et ses axes de tir. Il faut éviter les bavures et s'assurer aussi, si possible, qu'il n'y a pas d'autres otages par rapport au premier renseignement. Échange de coups de feu nourris. Le lendemain, dans la maison dévastée, le corps du preneur d'otages. 4 heures plus tard, 7 heures du matin, le commando de la nuit est revenu à Beth Lid, le camp de base des commandos parachutistes. Les hommes vont enfin se coucher pour trouver un peu de repos dans leur chambre au confort sommaire. Ils savent que le soir même, ils devront repartir en mission, c'est le menu quotidien de cette unité spéciale. Vous aimez ce que vous faites? Non, mais c'est ce qu'il faut faire. Personne aime se battre. On n'est pas là pour ça. On est là pour ça, mais on n'est pas sur cette terre pour ça. Mais si c'est pas nous, c'est notre famille. Alors on a 3 ans, on le fait et puis on sourit. Bureau de la générale Ruth Yaron. Avant d'être nommée porte-parole de l'armée israélienne, cette femme patronne des écoles de guerre était au cœur des négociations de paix à Camp David aux États-Unis. Nous avons tous nos jeunes gens de 18 ans qui sont obligés d'arriver et de faire leur service à l'âge de 18 ans, les garçons pour 3 ans et les filles pour 2 ans. Ces jeunes-là savent exactement ce qu'ils font. Et ils sont convaincus que ce qu'ils font, leur tâche, en effet, est de défendre pas seulement leur pays, mais de défendre leur maison et de défendre leur famille. Et c'est pour ça que je crois que la plupart des jeunes soldats, bien que certains ont des problèmes et on s'en occupe, mais la plupart, vous trouvez vraiment une sorte de force, une force morale, pas seulement physique, mais une force morale qui les aide à accomplir leurs tâches. 14 heures. Les commandos se réveillent.
Igal est devenu un véritable oiseau de nuit. Les opérations, il est vrai, n'ont lieu jamais le jour. Dans les chambres, les fusils d'assaut, les lance-roquettes sont abandonnés à la portée de n'importe quelle main. Les radios hurlent toute la journée des rythmes techno ou rock. Plutôt une atmosphère de camp de vacances et d'absence apparente de discipline. Ce qui n'effraie pas le major Nimrod, 34 ans, le chef des commandos parachutistes. Il n'y a pas beaucoup de discipline ici. Non, Pourquoi? ce n'est pas dans notre intérêt de faire de la discipline ici. Ils n'en ont pas besoin? Non, eh oui, évidemment qu'ils en ont besoin, je plaisante. Mais ici, c'est un autre type de discipline. Ce n'est pas la même chose que dans les autres unités. C'est différent des unités de l'armée régulière ici. Ici, la discipline, ce sont les hommes qui se l'imposent eux-mêmes. Elles se fondent sur leur qualité de guerrier. Ce sont des troupes d'élite. Ils ont des missions tellement stressantes, tellement difficiles que ça suffit. C'est pas la peine d'ajouter de la pression. Quand ils sont ici, alors ils sont tranquilles. Ouais, voilà, c'est l'idée principale. Ces jeunes gens sont évidemment triés sur le volet. Chaque année, 500 se portent candidats, 30 seulement sont retenus. Depuis que la deuxième intifada palestinienne a été déclenchée, on jette dans la guerre ces jeunes commandos à l'issue d'une seule année de formation au lieu de 2. Vous avez vos petites machines à toast aussi là? Ouais, les petits plaisirs. Bon matin. Dans la chambre d'Igal, on se prépare pour la mission de la prochaine nuit. Chacun a son arme, sa spécialité complémentaire de son plus proche voisin lors d'une opération. Regarde. Ah bah t'as rien quoi. Moi je sors avec cette arme ce soir, ça s'appelle le Negev. Il a plus de force que le M16, c'est un M16. Mais il est plus lourd et puis il est moins précis. Ouais. Tu tires à chaque opération? Non, non. C'est rare? C'est pas rare, mais pas chaque opération. Ça dépend des opérations. Et puis ce soir, c'est sûr qu'on tire. Ça, c'est mon lance-roquette. Rocket? Ouais, lance-roquette, oui. Is yours? Il est à vous? Oui, pour l'instant. For this Oui, operation? pour cette opération. S'ils nous tirent dessus, ben, il faudra le tuer. Et ça, Ça t'est déjà arrivé? Ça vous est déjà arrivé? ouais, ça arrive. Il y a un mois, ça arrivait, et puis ça arrive tous les. Ça veut dire c'est pas ce qu'on veut. On veut les attraper, c'est beaucoup mieux. D'abord, c'est pas de tuer, et deuxièmement, comme ça, tu peux savoir beaucoup plus de choses. Et ça, c'est pour quoi faire? Ça, c'est pour tuer les gens. Mais non. En réalité, c'est une caméra thermique pour filmer les opérations nocturnes. Dans cette unité spéciale, on s'autogère, on choisit ses armes, ses grenades dans un apparent désordre. On jouit de la même liberté pour aller quand on peut, quand on veut, au stand de tir, pour affiner ou vérifier le réglage de ses armes, comme on va à la fête foraine. Et puis, il faut pas. D'habitude, t'as pas peur, mais si t'as peur, il faut pas le montrer. Sinon, ça fait peur
aux autres. C'est très psychologique les combats. Là, dans votre expérience, comment vous voyez que l'adversaire vous l'avez touché? Il tombe, il crie. Il a mal d'habitude. Et là, tu sais que tu l'as touché. 17h, réunion secrète, le commando se réunit. Ils ne nous diront rien sur la mission du soir. Je peux pas participer à la réunion. Non. C'est secret? Ouais, assez. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Nous savons pourtant qu'il s'agit de débusquer des francs-tireurs palestiniens qui arrosent de leurs balles les convois israéliens. L'unité spéciale a effectué de nombreuses missions de ce type durant lesquelles ils ont eu des pertes. Ce soir, avant que l'opération ne commence, les femmes parachutistes du commando préparent une cérémonie en souvenir des 836 morts au combat depuis la création du commando en 1948. Moyenne d'âge des morts, 20 ans. C'est important la cérémonie qui se passe ce soir, hein? Ouais, c'est important. Pourquoi, hein? Parce que si tu oublies tes morts, tu oublies pourquoi tu vis, alors faut y être. Mais vous êtes en retard. Ouais, comme d'habitude. Il y a tellement beaucoup de cérémonies, c'est dur chaque fois de ressentir la même chose. La première fois, c'est pas comme la 10e fois, jamais. La mère du dernier tué du commando un mois auparavant, elle porte en médaillon la photo de son fils. Je m'adresse à la famille Segel. Non seulement tu as perdu ton fils, mais aussi ton mari il y a 1 an. L'un et l'autre ont décidé d'aller jusqu'au sacrifice ultime, celui de leur vie. Ils ont pris des risques consciemment ou inconsciemment. Ils sont allés dans des endroits où la chance de revenir vivant est très faible. Il a reçu une balle dans la tête et puis la bombe, elle s'est explosée sur lui. Lui, il était promu. Vous l'avez vu ça? Non, j'ai entendu les cris. J'étais juste derrière. C'était comme dans une guerre. Il y a des balles partout et puis des fois t'as pas de chance. C'est la guerre. Si les Palestiniens se réclament de la guerre sainte, les hommes des unités spéciales portent souvent la kippa, symbole de leur identité juive. Et ils agissent au nom de leur foi. Pour moi, d'être religieux, ça m'aide beaucoup. Comme ça, je reste homme. Des fois, c'est très facile de commencer à penser comme un tueur. Comme tu tues pas tout le temps, mais tu es tout le temps en train d'aller avec des armes, d'arrêter des terroristes. Alors c'est très facile d'avoir plaisir de ça. Et puis la religion te rappelle que c'est pas un plaisir, tu dois le faire, mais tu n'as pas le droit d'avoir de plaisir. Et quand tu commences à avoir du plaisir, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui marche pas bien. 23h, départ pour la nouvelle mission de nuit, direction Naplouse, l'une des plus grandes villes sous autorité palestinienne. C'est en bus qu'ils vont au combat, comme une équipe de football. Ici, il n'est pas blindé. Mais d'habitude, on a des autobus blindés. C'est contre des pierres, mais pas contre les tirs.
C'est un peu comme une colonie de vacances, alors on aime manger avant de sortir. On est encore jeune, alors ce qu'on peut ressentir comme jeune personne, alors c'est sympa. C'est comme quoi, par exemple? Comme manger des mousses, ou boire un cacao, ou rigoler beaucoup. Après, quand il faut être sérieux, on est sérieux aussi. Mais on essaye de rigoler, c'est beaucoup plus facile comme ça. Des confiseries pour entretenir l'ambiance, et pour la prolonger, ils n'ont pas trouvé mieux quelques heures avant l'action que de se projeter un film de guerre américain sur des terroristes qui détournent un train. Ça c'est un film, nous on est dans la réalité. Il n'y a aucun... Là je peux sourire quand je fais la guerre, il n'y a rien qui nous fait sourire, c'est ce qu'on doit faire. L'incursion a pour but de débusquer des tireurs d'élite qui prennent pour cible les patrouilles israéliennes. La première partie a consisté à approcher Naplouse en véhicule blindé. À partir de là, Igal et ses camarades sont en territoire ennemi. Nous les accompagnons soumis aux mêmes précautions. Naplouse est considéré par les Israéliens comme l'un des berceaux du terrorisme. Tout feu éteint, le camion dépose le commando en pleine Casbah. Dès la descente du camion, la deuxième partie de l'opération commence. Les commandos sont à découvert. Ils peuvent se faire tirer dessus à tout instant. Priorité des priorités, ne pas se faire voir ni entendre. S'ils sont détectés, cela peut être mortel pour tout le groupe. Regarde s'il y a quelqu'un à la fenêtre. Le commando fonctionne en binôme. Le premier ouvre le chemin et sécurise la marche. Le deuxième binôme, c'est celui des snipers, les tireurs d'élite. Et le dernier binôme ferme la marche. Il assure les arrières. La progression est très lente. Le commando doit traverser ce quartier pour atteindre une colline qui surplombe la vieille ville. Le groupe est en place. Les tireurs d'élite sont prêts. Cette rue palestinienne a une histoire. Tous les jours, les patrouilles israéliennes essuient des tirs en provenance des fenêtres d'immeubles qui l'abordent. Le chef de groupe informe son commandement qu'ils sont sur zone, sur place dans le jargon militaire. Cette Jeep blindée est israélienne. La tactique consiste à simuler une panne qui immobilise la Jeep au milieu de la chaussée et à attendre la réaction de l'adversaire. De leur position sur la crête de la colline, les commandos israéliens vont alors repérer l'origine des tirs et répliqueront pour abattre les tireurs palestiniens. 1 heure, 2 heures, 3 heures du matin, rien ne se passe. Les Palestiniens n'ont toujours pas attaqué la Jeep. Ils ne sont pas venus. Les Palestiniens ne sont pas tombés dans le piège. L'extraction du groupe de soldats est encore plus dangereuse que sa mise en place. C'est à leur tour de ne pas tomber dans une embuscade. Ils doivent à nouveau traverser tout le quartier arabe afin de regagner le véhicule blindé qui les ramènera à leur point de départ.
Cet exercice est souvent recommencé dans les villes palestiniennes. Pour ces jeunes recrues rompus à la guérilla antiterroriste, c'est presque une routine. The day after the operation, as is often the case, the men and women of fighting units go home, taking their weapons with them. Like everybody else, including reservists, Igal never parts from his assault rifle or his pistol. Je vois que j'ai pas de balles. Tu portes toujours la kippa? Ouais. À l'armée, je les perds d'habitude. Alors j'essaie de les mettre moins, mais à la maison, je porte toujours la kippa. Igal vit à Jérusalem, chez ses parents, des avocats aisés. Ça, c'est la maison. Ils sont tous à la synagogue. Comment vous allez faire là? Aïe. C'est votre mère? Non, c'est... elle nettoie. Vous la rangez toujours là, votre arme? Ouais, il faut faire la séparation entre l'arme et puis les balles. Si quelqu'un ou un enfant le touche, comme ça il peut rien arriver. Il y a des enfants non, chez vous? Il y a des cousins. Là, vous êtes plus au commando là? Non, maintenant je suis un enfant comme tout le monde. Il n'y a plus d'armée. Là, c'est relax. Jusqu'à présent, les femmes israéliennes étaient préservées des rigueurs cruelles des feux de la guerre. Elles ne participaient pas au combat. Cela fait des semaines qu'il n'y a pas eu d'attentat en Israël. À Naplouse, ville d'affaires palestinienne en partie détruite, les Israéliens ont alors décidé de lever le couvre-feu jusqu'au soir, 18h. Aujourd'hui, les écoles vont rouvrir leurs portes et les gamins palestiniens, dès la sortie des classes, vont s'exercer à leur devoir favori, le lancer de pierres sur les blindés israéliens. À chaque char, son cortège d'enfants. Ce bulldozer militaire a son ange gardien. Cette Jeep, tout aussi blindée que le bull, et à l'intérieur de laquelle il y a des soldats chargés de le protéger. Les deux véhicules israéliens traversent le centre-ville suivis par une bande d'enfants et d'adolescents. La mission de la Jeep, c'est d'empêcher quiconque de s'approcher du bulldozer, pas même les femmes. Il s'agit de protéger le conducteur de l'engin. Où est-ce que tu veux qu'on aille pour l'instant? Où habitez-vous? Juste là. Le bulldozer blindé a l'ordre de raser les arbres de cette avenue afin de dégager des axes visuels, pour permettre une meilleure observation ou pour éviter qu'un tireur ne s'embusque. Finalement, après un grand détour, la femme et son enfant dans les bras traversent l'avenue, au moment où le bulldozer attaque l'arbre.
Les gamins palestiniens ne quittent jamais des yeux la Jeep qui protège le bulldozer. Les gamins savent que le danger vient de là. À un moment ou un autre, les soldats ouvriront le feu et mettront fin au harcèlement du bull. Et en effet, de la Jeep partent des tirs d'intimidation et de dispersion. Tout le monde se met à l'abri des tirs et une confusion se produit à l'occasion d'un échange de coups de feu dont on ne déterminera pas l'origine. Quelques jours après ces scènes que l'on vient de vivre à Naplouse, et alors que depuis près de 45 jours il n'y avait pas eu d'attentat, 2 extrémistes palestiniens parviennent à franchir tous les contrôles avec leurs voitures bourrées d'explosifs. « 14 Israéliens vont mourir ce soir-là, simples passagers d'un bus contre lequel les 2 terroristes palestiniens jetteront leurs bombes roulantes. Chaque attentat sanglant déclenche une sorte de rituel. Des rabbins veillent au respect de la reconstitution des corps. Il est dit dans la religion juive que chaque partie d'un corps juif qui a été tué doit être enterrée, et c'est ce que nous faisons. Nous sommes obligés de le faire selon les règles de notre religion. Les petites parties, on les met dans des sacs que l'on enterre. Les parties du corps reconnaissables sont envoyées à l'Institut médico-légal. La politique de la terreur ayant repris ses droits, elle va dans les heures qui suivent relancer la riposte israélienne. Toute l'armée se met en branle, à commencer par les unités spéciales dont celle d'Igal, qui à l'image de tous ses camarades trouve dans cet attentat une raison à son combat. Chaque fois qu'il y a un attentat, tu comprends ce que tu fais. Pourquoi? Parce que nous, ce soir, on va arrêter un terroriste. Un terroriste qui peut faire la même chose demain, le même attentat. Ça te rappelle, ouais, peut-être plus de motivation. Ça te rappelle pourquoi tu es là, pourquoi c'est juste ce que tu fais. Il s'agit maintenant de renforcer le système de bouclage autour des territoires palestiniens, le rendre encore plus hermétique, ce qui n'est pas une mince affaire comme on va le voir. Tous les soldats, même les appelés les plus récents, vont y participer. Beaucoup de ces jeunes gens viennent de France, eux aussi ont à peine 20 ans comme Gabriel. Gabriel a interrompu ses études à la faculté de Tolbiac il y a moins d'1 an pour faire son service militaire en Israël. Votre unité, elle s'appelle comment? Dourifat. Ça veut dire quoi? Un oiseau, c'est le nom d'un oiseau. Et le slogan, c'est Dourifat, une famille combattante. D'accord, alors c'est vraiment une famille. Alors ça, c'est Erez, lui c'est le comique, lui c'est Réhouven, la brute, le costaud. Lui c'est Evgeny, c'est le viseur le sniper. Alors lui c'est Nick, le lanceur, il a un lance-grenade. Vous aviez des copains comme ça en France? Disons, ils n'avaient pas d'armes, mes copains en France. Pardon? Mes copains en France, ils n'avaient pas d'armes. Mais on était là pour rigoler, et là aussi on rigole beaucoup. Et comment ils le vivent, vos parents? Difficilement. Difficilement, mais moins difficilement qu'au début. Ils dorment la nuit? Ils ont du mal. Je pense que l'armée, c'est l'école de la vie. Et d'un côté, dommage qu'il n'y ait plus l'armée en France. Parce que je vois les gamins ici les gens de mon âge ici et les gens de mon âge en France, c'est pas du tout la même mentalité, quoi. Ils sont comment en France, ils sont comment ici? Disons qu'ici, les gens, ils vivent plus. Disons, ici, il y a la discipline. En France, on n'inculque pas la discipline à l'âge de 18 ans. À mon avis, les 2 dernières années, dont la réalité était que l'État d'Israël continue sa guerre d'indépendance, cette fois-ci dans une guerre contre le terrorisme, a attiré beaucoup de jeunes gens
des jeunes gens de France aussi qui viennent et qui décident qu'Israël, c'est leur maison. Ils viennent vivre en Israël et ils font part de la société israélienne et même du service militaire. L'État d'Israël n'est pas seulement une démocratie, mais c'est le seul pays juif au monde. Donc, si vous voulez, l'armée israélienne n'est pas seulement l'armée de toute la nation d'Israël, mais c'est aussi l'armée de tous les juifs français, américains, où ils sont, et russes. Beaucoup de Russes. Gabriel, qui a quitté une vie confortable en France malgré l'opposition de ses parents, participe au bouclage des territoires palestiniens. Et ici, c'est les territoires. Là, c'est le checkpost. Par là, Tel Aviv, par là, Jérusalem. Et alors? Moi, je filtre. Nous, les dangers principaux, c'est disons, il y a réellement un terroriste et que je m'approche de la voiture. Le type, il peut toujours me sortir un revolver et me tirer dessus, quoi. C'est ça le principal danger. Ou bien il y en a un autre, c'est la tentation. Il est assis dans la voiture et il peut appuyer sur le bouton à tout moment. Ouais. Après un an de service, Gabriel ne réalise toujours pas d'être là, armé d'un fusil d'assaut, bardé de chargeurs, serré dans un gilet pare-balles et faisant face à la menace terroriste. Ce qui est bien, c'est qu'on nous donne pas mal de responsabilités. Parce qu'ils nous disent, à votre libre choix, celui qui vous paraît suspect, vous pouvez fouiller, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est-à-dire que si maintenant arrive un terroriste ou quelque chose comme ça, c'est sur moi, je suis le dernier rempart. Leurs revendications acharnées et les besoins de la lutte antiterroriste ont changé les choses, comme ici sur ce bout de frontière avec la Jordanie, où cette unité mixte est combattante. Elle est composée pour moitié de femmes soldats, logées à la même enseigne que leurs camarades masculins. Elles viennent de recevoir l'ordre de serrer leur dispositif pour empêcher d'éventuelles infiltrations de Palestiniens armés. À gauche de la route ensablée, Israël, à droite, la Jordanie. C'est ça la frontière. Ici on peut voir les traces, okay, si on passe de Jordanie en Israël. Et le pisteur ici, il peut le voir. Nous on peut pas voir, c'est vraiment dur. Abby a 20 ans, elle commande aux hommes et elle est accompagnée d'un pisteur bédouin seul capable de décrypter les traces laissées dans le sable. Quelles traces vous cherchez? Les traces des gens qui passent avec... Des empreintes? Ouais, exactement, qui viennent pour faire un acte terroriste. Et ça vous plaît ce dans travail? notre base ou en Israël. Si ça me plaît, c'est un peu dur, mais si ça me plaît. C'est une expérience pour les femmes de faire un rôle pareil. Toutes les femmes de 18 à 20 ans effectuent 2 ans de service militaire dans l'armée israélienne. Et comme elles veulent de plus en plus être exposées aux mêmes dangers, celles qui sont sélectionnées sont soumises aux mêmes servitudes. Mon arme préférée, c'est la petite. C'est plus facile. Ouais. Pourquoi? Parce que celle-là, elle est trop lourde. Vous avez déjà tiré sur quelqu'un? Non. Et si vous aviez à le faire? Je le ferai, je pense. Mon arme, je l'aime bien. Pourquoi? Parce que tu apprends à l'aimer. C'est comme votre petite amie? Presque. Ici, on est entre amis, on passe de bonnes soirées, on fait des veillées, on boit un coup et on s'amuse entre nous. C'est sympa. Rachel aussi a décidé de risquer sa vie. Et comme les autres,
elle a dû se soumettre à une sélection plutôt rustique. Ne fait pas partie d'une unité combattante qui veut, surtout quand on est une femme. C'est un honneur de faire partie de Tsahal. Pourquoi un honneur? Parce qu'en fait, c'est mon pays, je le protège. Il y a beaucoup de familles, d'enfants, de personnes âgées à protéger. Et je suis fière de veiller sur eux. Dès lors, l'alerte cette nuit-là autour de la capitale israélienne est au maximum. Tout le monde sait qu'aux grandes artères routières qui conduisent aux grandes villes sont reliées des dizaines de petites routes qui affluent comme des vaisseaux sanguins. C'est par ces chemins secondaires que s'infiltrent les voitures des attentats suicides. Juste à droite, il y a des villages arabes et à gauche des villages israéliens. Tu vois, pour qu'il n'y ait pas de la bagarre d'arabes israéliens, on est nous là. C'est notre travail à faire d'armée israélienne. D'accord? Alors, est-ce qu'ils se tirent dessus de temps en temps les uns les autres? Non. Si tu vois, des fois c'est des Arabes, mais les Israéliens ils sont calmes. Pas de... Pour les Israéliens, il y a l'armée, quoi. Pour l'Arabe, il n'y a rien du tout. Alors, Moshe, un lieutenant dont les parents sont d'origine française, est chargé d'empêcher ces infiltrations et d'intercepter tous les véhicules qui contournent les postes de contrôle placés aux entrées et aux sorties de toutes les grandes et petites villes israéliennes. C'est quoi ces phares là? C'est une voiture de Palestiniens qui ne veulent pas passer par la barrière. Va savoir pourquoi. Et pour arriver à sa maison, il doit trouver des petits chemins là. Les petits chemins. La hantise des soldats qui se considèrent comme le rempart des foules israéliennes menacées par les attentats. Alors pour tenter d'améliorer leur efficacité et d'intercepter les infiltrations, ils ne cessent de monter des contrôles inopinés dont le but est de prendre par surprise les conducteurs. Moshe, tu marches en second, moi je passe en premier. Mayom, toi tu fermeras la marche. Soyez prêts à tirer. On y va. On va entrer dedans. Là, on est dans un village palestinien, c'est un village qu'on le connaît bien, c'est un village dangereux. Il y avait plein de terroristes qui sont sortis de ce village-là, c'est pour ça qu'on fait notre travail ici. Tout le monde va être fouillé, tous les véhicules. On les traite avec respect. S'ils ne sont pas fichés, on les laisse repartir en leur disant « va en paix ». Alors, si tu vois, ces voitures sont toutes fermées. C'est une voiture, possibilité que tu peux trouver un terroriste dedans. C'est pour ça qu'on sort tout le monde dehors pour voir. On regarde bien le papier et tout, parce que cette voiture-là, c'est pas une normale voiture, quoi. Sors de la voiture. Shimon, crie-lui de sortir du véhicule avant que je m'énerve. Il y a d'autres personnes avec eux derrière. Sortez du véhicule, mettez-vous là-bas. Pourquoi tu n'as pas tes papiers? Ma carte d'identité, elle est dans ma voiture. Et je l'ai oubliée. C'est normal? Tout ou presque se touche en Israël. Israël, c'est à peine un peu plus de 2 fois la Corse. C'est dire la proximité, parfois même l'interpénétration des villes et villages israéliens et palestiniens. Et lorsqu'il s'agit d'aller protéger en plus une colonie juive, une implantation de colons au cœur d'un territoire palestinien, comme ici à Gaza, derrière cette barrière, la mission relève du casse-tête chinois. Gaza est là. À droite, c'est la ville de Gaza. La situation est tendue. Hier, il y a eu un petit bombardement juste à côté d'ici. Avec quelle arme? Au mortier. Regarde, ce sont les Arabes, les Palestiniens, l'endroit le plus proche de la route. Ils peuvent sortir une arme par la fenêtre et nous tirer dessus. C'est très simple.
Là, c'est la Palestine. Il y a eu un petit problème sur la route. Je crois qu'il y a eu des tirs des terroristes sur une patrouille de l'armée. Et donc il s'avère que la route est fermée pour l'instant. Je suis d'origine française, j'ai grandi dans la région toulousaine et j'habite maintenant à Netzarim. Très content d'y habiter. On a des petits problèmes avec nos voisins. Et bon, on espère que ça va se régler d'une manière ou d'une autre. כאן קודקודים, יש את הפרוס כאן 360. 233. Qu'est-ce qui se passe là? J'ai entendu des bruits. Il va vérifier s'il n'y a pas des types qui nous regardent. La caméra du poste de commandement sont les yeux du commando. Elle l'informe. Après un balayage de repérage, la voie est déclarée libre. Le groupe peut rejoindre son point d'embuscade. On est à l'endroit de l'embuscade. On est en place. C'est là parce que c'est un endroit de passage d'hommes armés qui viennent de là-bas. Tu vois la dune de sable à côté de nous, la grande dune. 5 mètres après la dune, c'est tous les baraquements des officiers palestiniens. T'as des centaines de mecs là qui habitent à côté d'ici et qui sont des officiers palestiniens. De la police palestinienne? Oui. Et cette police, elle est acceptée aujourd'hui par l'État d'Israël? Elle est acceptée par les accords d'Oslo, mais elle ne fait rien, absolument rien. Contre le terrorisme, rien. Donc c'est pour ça que vous intervenez? Tout à fait. On attend. On va attendre d'ici quelques heures. En espérant de voir le gars passer. Et s'il passe, on descend. Les ordres sont catégoriques. Ouverture du feu sans sommation. Quatre heures de patrouille, d'attente et d'embuscade. Il n'y a plus de risque pour les colons juifs implantés en territoire palestinien. Le commando décroche. Ce n'est que partie remise. L'onde de choc que l'attentat de Carcour au nord de Tel Aviv a déclenché n'a pas faibli. On craint qu'un kamikaze ne réussisse à nouveau à percer le rideau de contrôle. 4 jours après l'attentat du nord de Tel Aviv, ses 14 morts et ses 65 blessés, on connaît l'identité des 2 kamikazes. Plus important, les Israéliens semblent avoir repéré tout le réseau d'appui et la ville palestinienne d'où ils viennent, Jenin. La réponse est immédiate. Le blocus est total
Jenin est cerné. Les premiers blindés investissent la ville. Le couvre-feu est décrété. Ses habitants ont l'habitude de ces grandes opérations militaires. Pourtant, celle qui vient de commencer sera d'une précision différente, très différente des précédentes. C'est le premier jour de sa mise en place. Le dispositif va durer 5 jours. 40 chars ont pris position. C'est une avant-garde. Adultes et enfants sont d'une assez grande décontraction. Leur attitude le montre. Mais en même temps, ils n'ignorent pas ce qui les attend pendant quelques jours. Ils savent très bien que les militaires israéliens possèdent des informations, ou en tout cas viennent en chercher. Hé, filme, c'était son bandeau. Le bandeau d'un kamikaze. La traque des Palestiniens qui organisent depuis plusieurs semaines les attentats est placée sous le commandement du chef des Golani, une division de commando. Leur chef, le colonel Chico, tient à son anonymat. L'opération que nous allons suivre par moment porte un nom de code, avant-garde. Elle réservera quelques surprises que vous allez voir. Une fouille gigantesque va être déclenchée. Chaque maison sera passée au peigne fin. Chaque homme sera identifié. 20 d'entre eux sont recherchés. Ils appartiennent aux organisations palestiniennes les plus extrémistes, le Hamas et le djihad islamique. Les services secrets nous confirment que le terroriste vient bien de Jenin. Les recherches et les arrestations viennent de commencer dans ces cellules terroristes. Nous sommes dans une Jeep de l'armée et nous y passons toute la nuit sans en sortir. Au petit matin, surprise, on nous dépose au pied d'une maison. C'est celle de la famille de l'un des kamikazes qui a jeté sa voiture piégée sur le bus dans la banlieue de Tel Aviv. Visiblement, la maison a été investie depuis quelques heures. Des soldats y dorment, exténués. Seuls quelques camarades veillent sur le sommeil des commandos. L'armée y a installé un poste de commandement protégé par des tireurs d'élite. Le jour se lève et au mur, une affiche que décrypte un officier du renseignement militaire. Djihad islamique. C'est qui? C'est le terroriste qui s'est il y a quelques jours à Karkour. Ashraf Salaji Asma. C'est la photo du terroriste de Karkour. Ah bon? Et l'autre? L'autre? Je ne sais pas. Les commandos de la division Golani vont vivre leur première surprise. Le frère du kamikaze et sa famille viennent dans le salon. Ils sont autorisés à prendre quelques affaires. On peut prendre les médicaments pour les enfants? Pour l'instant, ils vont être enfermés dans la cave pour y être interrogés. Nous ne pouvons pas les filmer. Deuxième surprise, durant la perquisition, l'armée trouve une série de photos compromettantes. Sur l'une de ces photos, 4 hommes armés, dont le frère du kamikaze, celui que l'on vient de voir. C'était le terroriste? C'est celui qui est dans la maison. C'est cet homme, le frère du terroriste qui s'est au nord de Tel Aviv contre le bus.
Le frère du kamikaze palestinien soupçonné de faire partie d'un réseau islamiste est arrêté sur le champ, les mains entravées et les yeux bandés. Son cousin, considéré comme un complice, subit le même sort. Les deux suspects palestiniens sont extraits de leur maison avec précaution pour éviter des tireurs embusqués. Ils sont embarqués dans une Jeep blindée. La ville palestinienne de Jenin continue d'être bouclée. Toujours les suites de l'attentat du nord de Tel Aviv. Le but est de retrouver 20 Palestiniens suspects d'appartenir au réseau terroriste. La plupart des interpellés que l'on voit ici seront relâchés. Malgré le blocus et le couvre-feu, des pompiers palestiniens vont essayer de passer à travers les mailles du filet, non sans prendre de risques. Ils n'y parviendront pas, des organisations humanitaires prendront le relais. Ils ont tiré sur le camion ici et le conducteur est sorti de l'autre côté. Vous pensez qu'ils voulaient le tuer? On n'en sait rien, mais je pense qu'ils voulaient les prévenir. Ne revenez plus jamais ici. Mais ce sont des secouristes, des pompiers. Ouais, mais qui que ce soit, ils s'en foutent. Ouais, je pense que n'importe qui devrait être révolté quand on voit qu'on tire sur des véhicules de pompiers qui délivrent de l'eau aux populations civiles. Pour moi, c'est inacceptable. Si elle n'est pas justifiée, l'attitude des soldats israéliens peut s'expliquer. Ils ont l'ordre de ne laisser approcher de leur position aucun véhicule civil, quel qu'il soit. Ils craignent toujours qu'il ne soit bourré d'explosifs. 5e et dernière nuit du bouclage de la ville de Jenin. Les soldats ont une mission délicate que nous allons filmer de bout en bout. C'est l'ultime phase de l'opération déclenchée après les 14 morts de l'attentat du nord de Tel Aviv. Elle commence par la destruction à l'explosif de la maison de l'un des kamikazes. Les artificiers disposent leur engin. Et la maison est rasée. Le deuxième temps de l'opération de nuit peut alors commencer. Elle mobilise des centaines d'hommes de la division des commandos Golani. L'un des officiers nous explique en quoi elle consiste. Notre principale mission, c'est de contrôler maison par maison, d'arrêter les personnes recherchées, trouver des munitions, des substances illégales, tout ce qu'on peut trouver en fait. Ouvrez. Ouvrez. Quelques-uns des commandos que l'on va suivre parlent ou comprennent l'arabe. Seuls les hommes palestiniens sont interpellés pour vérification d'identité et contrôle de leur emploi du temps. Là, il y a mon fils. Nada, Sama, venez ici. Tout le monde est là. Je vais vérifier s'il manque quelqu'un. Bassam, Sama, Nada, c'est tout.
Regardez, ce n'est pas correct. Ce ne sont que des petites filles. Calmez-vous, tout va bien. Toi là. Moi? Mets quelque chose, couvre-toi. Allez, dépêche-toi. Allez, dépêche-toi. Ouvre. Ouvre la porte. C'est qui? Allez, viens ici. Personne n'ouvre, or la maison est habitée, les soldats ont entendu des chuchotis. C'est un voisin palestinien qui finit par descendre pour éviter tout incident avec les Israéliens. Dis-lui d'ouvrir, sinon on va casser la porte. Ouvre. Dans la maison, une femme seule et ses 2 enfants. C'est la raison pour laquelle elle n'osait pas ouvrir. Qui est dans la maison? Moi et mes enfants. Reste là. Reste là, ne bouge pas. Où est ton mari? Il travaille. Il est gardien de nuit. Où est ton mari? Il travaille. Où? Il est gardien de nuit. Où? À l'université. Assez, ça va. Allez-y, allez-y. Dans la pièce d'à côté, des lits vides, défaits, peut-être encore chauds. Les soldats n'ont pas l'air de s'en soucier. Pensez-vous qu'il y avait d'autres gens dans cette maison? On ne peut pas savoir. Il y a beaucoup d'affaires et beaucoup de lits. On ne peut pas savoir combien il y avait de gens ici. Toute la nuit, et c'est la 5e et dernière nuit, toutes les maisons de Jenin sont passées au crible. Tous les hommes sont regroupés quartier par quartier. Ceux qui sont recherchés sont arrêtés et entravés. Vous faites un métier dangereux. Aujourd'hui, boire un café à Tel Aviv, c'est aussi dangereux. Quand il y a des enfants, pas d'agressivité. Je lui caresse la tête, j'essaye de le rassurer, je le fais rire. Je lui pose des questions, je lui parle pour qu'il voit que je suis humain. Fin de la nuit, fin de l'opération Avant-Garde. Les commandos de la division Golani, sur ordre du renseignement militaire, n'ont retenu que 9 Palestiniens suspects d'entretenir des liens directs ou indirects avec les réseaux terroristes. Les 9 suspects quittent les territoires palestiniens pour être conduits en Israël et y être interrogés. Les Palestiniens ne savent absolument pas où ils sont, ni où ils vont. Qu'en pense leur gardien d'un moment? Ce sont tous des appelés. Ils ont entre 19 et 21 ans. Pour faire notre boulot, il faut beaucoup de morale. Tu vois ce que je veux dire? Vous aimez votre boulot? Pas trop, non. Moi, j'aime ça. Lui, il aime. Vous aimez ça? Ouais. Pourquoi? Bah, on lutte contre le terrorisme, et si ce n'est pas nous qui le faisons, beaucoup d'autres juifs seraient tués. C'est une vie normale pour des jeunes gens de 20 ans comme vous?
C'est normal cette vie en Israël. Quand tu as 18, 19, 20 ans, t'es dans l'armée. C'est ça la vie en Israël. C'est la réalité. Ils connaissent parfaitement leur boulot. C'est dans leur sang, dans leur cerveau. Quoi? Être soldat, dans une unité combattante. Pensez-vous que la paix soit possible? Oh, j'espère. Vous espérez quoi? J'espère que la paix est possible. Qu'on arrivera finalement à avoir la paix.